Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des passagers du livre. En ce printemps 2021, nous avons le grand plaisir d'accueillir pour la première fois en Ariège Félix Jousserand, poète, édité par la maison Au Diable Vauvert, donc maison d'édition d'Occitanie. Merci beaucoup, Félix, d'avoir accepté notre invitation. C'était pas si facile de venir puisque tu viens d'Italie, de Rome, où tu es pensionnaire à la Villa Médicis cette année. Donc c'était vraiment une aventure aussi de t'inviter en ce mois de mai, alors que nous ne sommes pas encore autorisés à accueillir du public ici à l'Estive. En tout cas, nous sommes heureux de pouvoir vous offrir ce rendez-vous en visio. Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir un spectacle très particulier de Félix Jousserand, accompagné de Benjamin Collin aux percussions, le 28 avril en Andorre. Donc c'était un spectacle poésie et musique autour de la canso, la chanson albigeoise. Un spectacle que nous avions prévu également sur le parvis du château de Foix et que nous accueillerons peut-être une prochaine fois. En tout cas, nous vous offrons la vidéo de ce concert qui a été tourné donc en Andorre à l'auditorium d'Ordino le 28 avril dernier en partenariat avec l'ambassade de France en Andorre et le ministère de la Culture andorran. C'est une autre vidéo sur laquelle donc, vous pourrez cliquer sur le site de l'Estive. Ce rendez-vous des passagers du livre est animé toujours par Astrid Catala, que je remercie d'être fidèle à ce rendez-vous. Et je remercie également nos partenaires qui sont la librairie sur majuscule, les médiathèques de Foix-Varilhes et bien sûr l'œil du souffleur. Merci à ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, nous sommes en petit comité, vous le savez, avec l'équipe de l'Estive, les partenaires, les élus de la mairie de Foix qui nous soutiennent fidèlement dans ces rendez-vous. Et dans l'attente de vous retrouver à l'Estive, eh bien, je vous souhaite un bon moment en votre compagnie, Félix, Astrid. C'est à vous. Félix Jousserand. Vous êtes artiste aux dons multiples. Vous chantez, vous composez, vous jouez, vous écrivez, vous concevez. 1000 cordes à votre arc, 1000 plats sur le feu, 1000 projets bouillonnants et éclectiques pour une seule signature, celle du poète. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas si j'ai 1000 cordes à mon arc. Ce qui est certain, c'est que je fais toujours de la poésie. Mais je ne fais pas autre chose, non. Après, ça s'applique dans divers contextes. Mais oui, je fais de la poésie. Ouais. Vous êtes né à la fin des années 70 à Paris, vous vivez à Montpellier et vous avez écrit de nombreux ouvrages, comme on vient de l'entendre, publiés essentiellement au Diable Vauvert. On dit de vous que vous êtes un pionnier de la scène slam française depuis les années 2000 et l'on dit de votre prose qu'elle est épique. Est-ce que vous êtes encore d'accord avec ça ? Ah oui, c'est vrai. Enfin, disons que j'écris une poésie narrative qui peut se rattacher éventuellement à une tradition de l'ordre épique. Ouais. Informer, distraire et édifier. En 2018, donc, comme on vient de l'entendre, vous avez créé Canso, qui est une performance scandée autour de la chanson de la croisade albigeoise. Et vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis il y a quelques mois. Alors, si vous êtes d'accord, on va rentrer dans votre œuvre fraîchement publiée, Les plaies d'Occident, par un petit jeu de questions-réponses. Je lis, je pose des questions, je réagis, puis vous répondez. OK ? Alors, je précise que ce livre relate l'année 2020. Il commence le 1er janvier 2020 et il finit le 31 décembre 2020. Je commence par le début du livre. 1er janvier 2020, 6h13. Les mouettes chantent la gloire de l'ex-PDG ayant fui la justice japonaise, garde privée, réveillon libanais, enthousiasme illimité. Hier soir, personne ne m'a invité. Postulat. Les voix d'abord, un brouhaha, plusieurs voix, puis la vôtre, une solitude. On a tout de suite, en tout cas c'est ce qui m'est apparu en premier lieu, ce postulat de les autres et moi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Les autres, c'est la situation géopolitico-économico-sociale mondiale. Disons que pour mon compte, ce livre
était un danger. En tout cas, sa sortie suscitait en moi une certaine appréhension par l'usage que je fais de la première personne du singulier. Et j'étais pas, jusqu'à la réception du livre physique, je n'étais pas absolument certain de la manière dont fonctionnait l'aller-retour entre l'histoire collective, la nôtre, qu'on soit français ou de n'importe quelle autre origine, et la mienne propre, étant donné que ce livre joue sur une sorte d'aller-retour et de tension entre des choses très importantes qui appartiennent à l'histoire collective et un registre plus personnel, mais qui ne vaut que dès lors qu'il possède quelque chose d'édifiant, en tout cas, espérons-le. Et pour moi, c'était pas certain. Je crois que ça va. Mais d'ailleurs, c'est étrange, hein, parce que les lectures sur épreuve, le travail en amont avait beau être fait, la forme livresque, à un moment donné, révèle quelque chose de l'engagement dans cet aller-retour. Et en l'occurrence, bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais oui, donc c'est pas les autres et moi, c'est plutôt ma difficulté à exister avec moi-même et à parler de moi, et l'évidence des impératifs qui nous engagent tous. Et d'ailleurs, il y a une sorte d'ivresse qui se dégage de ça. J'entends le mot ivresse dans l'ivresque. C'est-à-dire qu'en effet, on est pris au milieu de cette espèce de tourbillon d'informations, et puis de là se dégage votre voix. Mais il y a vraiment une forme d'ivresse tout le long de la lecture, je trouve. Je continue. 2 janvier 2020. Si tu veux être certain que tu es mort, fais-en un film, c'est-à-dire Tout est dit, hein. La femme, son chien dans les bras. Seconde jeunesse, tu parles d'une seconde jeunesse, il aboie. Ben, mon minou, t'as peur de quoi? Tout est dit. Ouais, non, là, tout n'est pas dit. Il s'agit quand même aussi de questionner notre rapport à la peur. Là, tout n'est pas dit, parce que ce qui se passe, avant qu'elle dise ben, mon minou, t'as peur de quoi? Bon, déjà, c'est un chien, elle appelle mon minou. Ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et c'est simplement qu'elle m'a croisé entre-temps. Et le chien, dès qu'il a vu ma tête, il s'est mis à aboyer et à comme ça montrer les dents. Et alors qu'il avait envie de me bouffer, elle dit qu'il a peur. Et donc ça, je trouvais que c'était tout à fait symptomatique de l'époque. Et simplement, j'ai pas jugé nécessaire de mentionner ma présence, en tout cas que j'avais été le vecteur du fait que le chien avait montré les dents. Moi, j'avais le sentiment que c'est le chien qui avait peur. 3 janvier 2020. Le chef d'Al-Quds pulvérisé par une frappe en représailles à l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad. Le pire n'est jamais certain. Une dose d'optimisme, peut-être? Ça, c'est ma vieille tante qui disait ça, et d'ailleurs, ça ne lui appartenait pas non plus. Ça appartient au fond commun des dictons populaires. J'adore, à titre personnel, les dictons populaires. En général, ils sont mieux que les aphorismes pondus par la littérature contemporaine. Donc, j'ai plaisir à m'y replonger régulièrement. Et je trouve que voilà, ma vieille tante était d'un pessimisme ashkénaze extrêmement prononcé. Et je trouvais que, en tout cas pour elle, de dire le pire n'est jamais certain, c'était le maximum de l'optimisme auquel elle pouvait accéder. Et c'était déjà une forme de tentative pour elle de se sortir du guêpier de la négativité. Et ce même jour, après cet optimisme, on lit « Pardon, excusez-moi, la civilisation. Formule de politesse. Être civilisé reviendrait seulement à être poli ?» Je me pose la question. 4 janvier 2020. À 17 ans, je ne voyais pas l'ex-voto sous le calvaire où je buvais du champagne avec une snob. Et aujourd'hui? C'est parce que je l'ai vu. Je suis retourné 25 ans plus tard, par un hasard, à un endroit où j'avais rendez-vous avec une fille quand j'avais 17 ans. Et en fait, l'endroit était bien plus intéressant que ce que j'en avais vu
à l'époque, c'est-à-dire que j'étais dirigé par le rendez-vous que j'avais avec cette fille, et du coup, je voyais ce que je voulais voir. Et en fait, il suffisait de faire 3 pas, et il y a un ex-voto magnifique qui est juste dans l'angle mort de l'endroit où je me trouvais. Et comme j'étais tendu vers mon objectif, évidemment, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait de plus intéressant finalement dans cet endroit. Et il a fallu que j'y retourne 25 ans plus tard avec femme et enfants pour enfin découvrir quel était l'intérêt de ce square et de ce calvaire. Et donc, depuis 25 ans, l'objectif s'est déplacé, s'est modifié, c'est plus le même. Bah, oui, ça c'est sûr que l'objectif s'est déplacé. Ouais. Mais à l'époque, je savais pas qu'elle était snob à l'époque. Moi, c'est une autre histoire. Repousser la visite au centre d'art contemporain. Vous n'aimez pas les centres d'art contemporain? C'est pas une question d'amour, hein. C'est une question de... Non, je dis pas que j'aime pas les centres d'art contemporain. Je dis que j'essaye de repousser au maximum le moment où je vais devoir y aller. Par contre, ce qui suit, l'ex-PDG parlera bientôt. Donc le PDG, par contre, on ne le repousse pas à la radio. Maintenant, on n'a pas le choix. On est soumis à un régime injonctif qui fait que nos choix sont, par définition, déterminés à l'intérieur d'un certain nombre de questions qui nous sont proposées par des instances supérieures. Et donc, on a quelques choix, mais on ne choisit pas ses choix. 5 janvier 2020, 2000 fanatiques promptent à privilégier l'insecte à l'homme. L'ayatollah en personne dit l'oraison. Là, le ton est beaucoup plus grave. Oui, mais il y a une astérisque entre les deux blocs, du temps. Ce qui signifie que, du point de vue de l'unité de sens, ils ne sont pas rattachés l'un à l'autre. Non, mais le 5 janvier, c'était quand même beaucoup plus grave. C'était plus grave, oui. Ouais. Oui, mais c'est-à-dire que quand on se livre à l'exercice de la chronique, d'une certaine manière, les discours qui consistent à dire que les écrivains ou les artistes, d'une manière générale, disposent d'une quelconque liberté par rapport à ce qu'ils font, à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils disent, ne me satisfait pas du tout. En réalité, on fait ce qu'on peut avec ce qu'il y a. Et donc, la négativité du 5 janvier 2020, c'est le régime auquel j'étais soumis ce jour-là et avec lequel j'ai essayé de faire avec. 6 janvier, je ne vais pas faire tous les jours de l'année, ne vous inquiétez pas. 6 janvier 2020, flamme australienne, infernale, mur orange, ciel noir. Le pays est en train de brûler et personne ne viendra nous aider. Ailleurs, d'autres flammes, d'autres cris, d'autres voix. Irai-je bientôt à Las Ventas? C'est où? C'est l'arène historique de corrida à Madrid. Donc amateur de corrida. Simple amateur. Ouais. Le plan B fait tout refoirer. Qu'est-ce qui a refoiré? Mais ça, on comprend après dans le livre. C'est-à-dire que c'est le plaisir c'est l'intérêt d'un travail au long cours, quotidien, comme ça. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer, il y a la possibilité de fabriquer du narratif à l'intérieur d'unités extrêmement circonscrites qui ne prennent de sens qu'à l'intérieur d'une répétition. Et ça, c'est une chose assez intéressante. C'est le même principe que sur une liste, que sur un inventaire. C'est-à-dire que la répétition systématique et frénétique plonge à la fois celui qui la produit et celui qui l'écoute ou qui la reçoit dans une forme d'état second, et on peut fabriquer du narratif avec des détails minuscules. Et là, c'est le cas. Le plan B fait tout refoirer. Ça a du sens. En tout cas, ça se met à générer du sens avec ce qui arrive après. Et ce qui est magnifique dans le travail de la chronique, c'est qu'au moment où je l'écris, je ne sais pas que ça va faire ça. Mais en fait, ça travaille. Ça travaille quelque part et ça fonctionne. Ça fonctionne. 7 janvier 2020, short, en hiver,
sandales, barbe, cheveux, blancs, longs. L'ancien prof de physique fait les poubelles 3 fois par jour. Dans le quartier, il s'est pris pour le Christ. Je n'aime pas le croiser. Parce que cela vous rappelle de mauvais souvenirs de tour de stade? Honnêtement, chercher des explications à tout me fatigue assez rapidement. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui me fait grincer des dents quand je croise ce gars. C'est une sorte de folle en Christ qui est dans mon quartier. Un gars qui a une masure magnifique dans un des plus jolis quartiers de la ville et qui la maison tombe en décrépitude sur elle-même. Il est en sandales en hiver, il vit dans un état de crasse absolue, les cheveux longs, blancs, comme ça. Enfin, c'est-à-dire, il est dans un délire hermétique, le gars. Et je trouve que il est hyper prétentieux, en fait. Je trouve qu'il cherche à se faire remarquer. Moi, je ne vois pas son expérience franciscaine de dénuement religieux, parce qu'il va à l'église tous les jours, je vois, c'est une grenouille de bénitier, le gars. Mais ce que je vois, moi, je ne vois pas son exemplarité franciscaine, je vois que c'est un frimeur. Et que quand il est tellement hors de propos dans le contexte social, que tout le monde ne voit que lui, et je trouve que c'est un gros frimeur, en fait. Je ne vais pas vous demander de tout expliquer, ne vous inquiétez pas. Base américaine, roquette iranienne, chaque camp surjoue la crainte de l'autre. Loin du débat sur les retraites. 1800 € la fausse molaire. Pas une larme pour Jacques Dessanges. J'irai pas plus loin. Donc en effet, on voit bien, c'était pour vraiment rentrer dans votre œuvre telle qu'elle est écrite, parce qu'en effet, c'est quand même un genre et un style très particulier, comme on est ballotté sans cesse entre ce qu'on perçoit et ce que vous laissez, évidemment, vous choisissez ce que vous laissez entendre. Je me dis que c'est le moment d'entendre justement votre voix à vous, avec Benjamin Collin, pour un premier extrait. Les textes à la première personne du singulier sentaient la friturance des festivals d'été. Plus j'en produisais, plus je devenais solvable. La fin du XXe siècle et Saint-Germain-des-Prés. Vendredi soir assis, à la table d'une brasserie, je pensais aux romans que je ne pondrais pas. Ils commençaient tous par le même début. Je cassais mon stylo avant d'avoir écrit. Je jouais au gin rami avec mon employeuse. Je la laissais gagner sans qu'elle s'en aperçoive. Elle avait sa fierté. Le temps paraissait long. Linda servait le thé. Madame s'époumonait. Elle criait son prénom à travers les cloisons. La porcelaine tremblait dans tout l'appartement. Comme elle était sourde, elle hurlait 2 fois plus fort. Son sonotone sifflait. Elle voulait des gâteaux. Sa peau était fine, comme du papier transparent. Elle s'était préparée pendant la matinée. Je gagnais 200 francs à l'époque, à taper le carton. Quand j'avais 5 minutes de retard, elle disait qu'elle ne comprenait pas, quelles que soient mes raisons. J'occupais les journées d'un comédien passé à côté du succès, à Sèvres-Babylone. Sa garçonnière communiquait par un passage avec l'appartement de son mari blindé. Il était en posture. Pas une larme d'alcool. Il me parlait des heures depuis sa méridienne. Les joues rosées, luisantes, aspergées d'aftershave. Son jeu consistait à s'enfermer aux toilettes et à me demander de déplacer un livre. Il revenait dans la pièce. Il inspectait les murs. Il lui fallait à peine 3 secondes pour le trouver. Je l'ai suivi un soir, à la première d'une pièce. J'ai serré la main de Lynn Bruno, sans broncher. L'éditeur m'attendait à midi pour manger. Il ne m'appréciait pas, mais voulait qu'on déjeune.
Il m'avait contacté après avoir reçu un manuscrit que je lui avais envoyé. Il régalait en échange de notre entrevue. Je l'écoutais parler des conneries sur deux bords. Je croyais qu'il voulait vraiment sortir mon livre. J'avais 19 ans, 20 ans. Il me parlait d'autre chose, en pompant son cigare. Réécrivez tout dans une veine plus négative. Et on en rediscutera quand vous aurez fini. Au lieu de me virer, il s'accrochait à moi. Une paella, un pichet de blanc sur la table. Si j'étais terroriste, j'aurais une marmite. Si j'étais bostonien, je serais marathonien. Si j'étais Poutine, je prendrais un Havane. L'humidificateur aura fait son travail. Je poquerai la fumée sur Ariel et John. La première bouffée est aussi la plus bonne. Si j'étais roi du Qatar, je serais riche à milliards. J'enfouirais mes mains dans des gazodollars. Si j'étais Red Sep, je serais nerveux. Si j'étais banquier, je serais hors jeu. Si j'étais chiite, je laisserais venir. Si j'étais copte, je serais en fuite. Si j'étais César, je serais en Égypte. Si j'étais Mola, je ne dirais rien. Si j'étais rabbin, je n'expliquerais pas. Si j'étais Barack, je ferais de l'huile. Si j'étais Bachar, je ferais mon sac. Si j'allais au combat en Toyota, si je ne buvais rien comme un chameau. Si j'étais taliban, je rigolerais bien. Si j'étais anglais, je rigolerais moins. Si j'étais chiite, je laisserais venir. Si j'étais copte, je serais en fuite. Si j'étais Saoud et ses catéchumènes, j'aurais des businessmen, j'aurais des jazzmen, j'aurais des roumaines, j'aurais des spécimens. Je mélangerai les cartes. Dire deux mots de Mauvais Penchant. Mauvais Penchant, c'est une sorte d'ouvrage, comment dire, cathartique, purgatif, qui consistait pour moi à acter une forme d'entrée en littérature, en jetant à la poubelle mes excès passés. Comment vous êtes entré, comme vous dites, en littérature? En faisant des livres. C'est absurde, hein, mais... Non, mais j'en faisais avant. Mais simplement, symboliquement, comme il n'y a pas de place, c'est-à-dire que la question scripturale, la question de l'édition prend l'essentiel de la place, comment dire, le support, l'artefact, aurait tendance à se substituer à la pratique. Et vous écrivez depuis toujours, depuis longtemps? Ouais. Ok. Votre écriture, je dirais qu'elle est concise, découpée, très épurée, peut-être dans les plaies plus encore que dans les autres ouvrages. Pour moi, vous rejoignez le genre au-delà de la chronique, je dirais plus du télégramme comme on le voyait autrefois, de l'instantané. On varie, enfin on est pris entre le journal intime et le polaroid. Avec une petite différence, c'est que, en tout cas c'est ce qui m'est apparu, c'est que cet instant T du polaroid, elle n'est pas tout à fait l'instant T. C'est-à-dire qu'on sent bien que vous avez ensuite pas fait de la rétention, mais retenu certaines choses pour n'en laisser passer que certaines. Ça a été un choix, ça a été évident que vous avez composé le livre. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a une autre partie? Est-ce que c'est la partie visible de l'iceberg? Ou est-ce que c'est des amas de notes, de sensations? Et puis ensuite, il y a eu un travail de sélection qui a dû être fait? En général, j'ai à peu près, en volume, j'ai à peu près le double de ce qui reste au final. Non, le résultat correspond à quelque chose entre un tiers et la moitié de ce qu'il y avait au départ. Donc il y a un travail impitoyable de correction, de haine de soi, qui consiste à dégager tout ce qui pourrait être plus faible. Mais, et c'est très important, il n'y a pas de tricherie, parce que le jeu sur le travail de diariste quotidien, là-dessus, il n'y a pas de tricherie.
ce que j'ai pas déplacé de bloc. Si, j'en ai déplacé un. J'en ai déplacé un parce que mon cerveau avait fabriqué une unité de sens, sans s'en rendre compte, à plusieurs semaines d'écart, et que la seconde unité de sens n'avait aucune signification au moment où elle est arrivée. Et il m'a fallu la ramener à la première impulsion. Mais en dehors de ce détail, il n'y a aucune tricherie sur sur l'ordre et sur le respect du travail quotidien. Donc oui, bien sûr, le travail postérieur. Après, tout le monde travaille différemment. Tout le monde travaille différemment. Non, mais en poésie, non, mais d'ailleurs c'est stupide. Non, non, non. En poésie pas plus. Il est vraiment plusieurs, mais ça se voit dans le livre, puis on le voit quand vous parlez. Non, mais en poésie pas plus qu'ailleurs. Mais après, ça dépend sur quoi on travaille. C'est sûr que si on travaille sur la logorée, la maïeutique et le fait de se mettre dans un état de transe pour purger son corps, purger son esprit, purger sa morale et utiliser l'entremise de la poésie pour y parvenir, certains écrivains, certains auteurs de poésie fonctionnent de la sorte. Ça n'est pas mon cas, mais ça existe et ça donne des résultats parfois magnifiques. Pour mon compte, ça n'est pas le cas. C'est un travail de dégrossissage très important. Et vous écrivez tous les jours, et vous avez écrit tous les jours, et ensuite vous avez sélectionné en dernier lieu, où ça se faisait au fur et à mesure? C'est-à-dire que d'ordinaire, le travail de correction est, par définition, se présente à l'issue de l'écriture. Sauf que là, j'avais une double contrainte, puisqu'il était entendu avec mon éditrice que la rapidité, la proximité du moment de sortie du livre en 2021 avec la fin de l'année 2020, pour moi c'était très important. Il était entendu que ça devait se passer de la sorte. Donc très tôt, je savais que le livre sortait fin avril, maintenant. Et donc ça veut dire, par rapport au protocole de fabrication, tout simplement de fabrication d'un livre, il fallait rendre un manuscrit autour du 20 janvier. Et comme par définition, je dois mettre le point final le 31 décembre, ça fait 20 jours pour corriger plus de 300 poèmes. C'était impossible. Et donc, évidemment, j'ai anticipé, et c'était toute la difficulté du livre, c'est qu'à partir de septembre, mes journées se décomposent en deux parties. Je passe la moitié du temps à revenir sur ce qui a été fait dès janvier pour prendre de l'avance sur la correction, parce que sinon j'aurais été pris de court. Et donc je devais avoir l'esprit clair pour pouvoir corriger ce qui avait été fait depuis janvier et avoir d'un autre côté l'esprit pas trop clair pour pouvoir continuer d'avancer dans le noir naïvement et de pondre, de produire des nouveaux poèmes tous les jours à partir de septembre. Et ça, c'est un exercice très particulier d'un point de vue cérébral. Voilà. Mais bon, comme toute chose, hein, on s'habitue à tout. Une fois qu'on a chopé le truc, tout va bien. Et c'est un exercice qui s'est arrêté au 31 décembre ou du coup qui vous a accompagné au-delà de l'année? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez encore aujourd'hui? Jusqu'à, je sais pas, ça a duré 2 mois, quoi. La queue de comète. Les habitudes se perdent aussi vite qu'elles s'acquièrent. Et donc, mais ça m'a pris 2 mois. Ça m'a pris 2 mois où j'enrageais. Parce que je marchais dans la rue, je voyais quelque chose, je disais mais ça c'est fabuleux, il faut absolument faire un texte et tout. Et en second lieu, je me souvenais que le livre était terminé et que j'avais plus besoin de me soumettre à cette atroce astreinte de pondre un truc pas trop dégueulasse tous les jours, quoi. Et alors, et à la Villa Médicis, qu'est-ce que vous avez travaillé? Il y a un nouveau projet qui est lié, je crois, aux empereurs. Ouais. En fait, j'ai occupé la plupart de mon temps, enfin j'ai occupé la plupart de mon temps jusqu'à présent à terminer la traduction de ce livre, à écrire celui-là et à rendre une pièce de théâtre. Donc ça m'a pris 6 mois. Et maintenant, je peux me consacrer à mon projet de résidence, qui est
un travail toujours autour du genre épique, narratif et historique sur le IIe siècle de l'Empire romain, le sommet, l'âge d'or de l'Empire romain, avec la dynastie des bons empereurs, la dynastie des Antonins, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle et Commode, qui est le déviant, mais qui fait partie des 5 empereurs de la dynastie, et qui constitue un peu le Graal de la morale appliquée en politique, et autour de quoi je travaille. Et comme je disais à mon camarade Benjamin hier, c'est très très difficile parce que la littérature est familière avec les vices. Dépeindre les vices, c'est une chose, mais dépeindre les vertus, c'est autre chose. Et c'est très difficile. Et dire, écrire et dire, chez vous, ça semble totalement indissociable. Ou est-ce que ça vous arrive de pouvoir écrire sans le dire? C'est le premier livre que je fais qui n'est. J'écoutais très attentivement la manière que vous aviez de découper les vers, en respectant mon découpage, mes sauts de ligne. J'ai fait plusieurs tentatives d'enregistrement pour savoir ce que ça donnait. Et ça s'est révélé systématiquement insatisfaisant. Et donc on peut considérer que jusqu'à présent, les livres que j'ai pu faire étaient des formes de témoignages de ma pratique d'une poésie orale, et que, d'une certaine manière, c'est mon premier livre scriptural, papier, quoi. Je ne sais pas s'il est destiné à être dit. Si vous arrivez à en faire quelque chose, je trouve que ce sera admirable, mais je pense que pour mon compte, je n'en suis pas capable. Donc, s'il y a une sorte de premier pas, mais le premier pas, peut-être ce sera le dernier, mais en tout cas, j'ai fait une expérience de travail à plat scriptural avec ce livre. Et alors, par rapport à ce qui n'est pas scriptural, comme vous dites, je relève juste le fait que dès qu'on cherche un peu à savoir qui vous êtes, on vous dit pionnier de la scène slam. Je vais faire un peu la naïve, la candide. C'est quoi le slam? C'est cette poésie dite dont vous parlez? C'est quoi? Non, ça a toujours existé. C'est pas le slam, c'était simplement à un moment donné une occasion de réunion dans l'espace public d'individus qui pratiquaient des formes poétiques avec à l'intérieur de toute l'étendue du spectre que ça peut représenter, et qui avaient plaisir à venir partager ça à l'intérieur d'un usage. Le slam, c'est un usage, c'est pas un art, c'est pas un genre, mais à l'intérieur d'un usage commun, collectif, assez généreux, assez subversif et gratuit. Donc c'est ça la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début des années 2000, les quartiers de l'Est parisien dans les quartiers de l'Est parisien, ont pullulé un certain nombre de bars et d'endroits de squat, n'importe quoi, de structures même dans la rue, où il y avait quelque chose de la liberté de parole, enfin, la liberté de parole, la prise de parole, de gré ou de force, de gens qui se réunissaient. Et voilà, le slam, c'est ça. Mais à l'intérieur du slam, il y avait des gens qui faisaient... il y a des amoureux du cercle des amoureux de Charles Baudelaire qui venaient faire du sous-Baudelaire. Il y avait des rappeurs, il y avait des gens. Une fois, je me souviens, on avait eu Marie-Pierre Planchon, c'était génial, et c'était un des plus beaux poèmes qu'on avait eu. Marie-Pierre Planchon qui lit la météo marine sur France Inter, et elle finissait son boulot, elle venait boire un coup. Elle venait boire un coup à Ménilmontant, elle se retrouve dans le café, elle voit qu'il y a une scène ouverte et tout, le présentateur la branche et lui dit
tu nous fais la météo marine, et elle avait le papier encore dans sa poche parce qu'elle sortait du boulot. Elle nous a fait la météo marine, et voilà, c'était de la poésie, quoi. Et il y avait un Clodo, qui avait appris qu'il y avait un poème dit un verre offert, donc il écrivait un poème dégueulasse en 2 minutes sur le comptoir, mais du coup il avait son coup à boire. Enfin voilà, il y avait la question, c'est que la fonction utile de la poésie semble avoir été mise de côté, être passée à la trappe. Mais la poésie n'a jamais été faite pour faire beau. C'est quelque chose d'utile par rapport au corps social. Et donc, voilà, on pourrait étirer la liste à l'infini. Il y a le mec qui est cadre intermédiaire dans le tertiaire et qui vient là. Il sort du boulot à 9h30, les journées de travail sont longues, et il vient, il est célibataire, il cherche à rencontrer une fille et tout. Et d'un seul coup, c'est plus facile, quoi. Il écrit un petit texte, et à la pause, ça discute et tout. Et le mec, il n'a pas envie d'aller sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Et voilà, il y a un truc de rencontre, enfin, etc. L'humanité, tout simplement, quoi. Et je disais ça aussi, surtout parce que, en effet, je trouve que dans ces scènes-là, dans ces textes-là, et ça m'est apparu aussi quand j'ai lu Rhapsode, l'anthologie que vous avez mis en place, et qui donc met à l'honneur tous ces textes de gens plus ou moins connus d'ailleurs, hein, qui ont fait le slam. On sent bien que le renouvellement de la langue, que la poésie, elle est là, elle est vraiment là. Souvent, on a l'habitude de dire la poésie, tout le monde s'en fout. Je dis ça de façon un peu grossière, mais je crois que tout le monde s'en fout pas. En tout cas, il y a plein d'endroits où on s'en fout pas du tout. Et il me semble que justement, même quand on entend certaines attaques du genre, ils inventent des mots, ils changent la façon de d'écrire. Bon, ben justement, hein, quelque part, c'est là qu'on trouve cette vitalité de la poésie. Et vous l'avez fait passer dans vos écrits, comme dans cette anthologie que je recommande d'ailleurs. Est-ce qu'on l'a ici ? Oui, c'est celle-là. C'est une anthologie du rap, hein, pas du slam. Oui, du rap. Alors, on peut avoir la différence entre slam et rap ? Ah bah, ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que je vous demande. Non, mais le rap, c'est de la musique. Parce que je pense qu'on en parle beaucoup, mais personne ne sait vraiment faire la différence. Le rap, c'est de la musique. Donc, on a des contraintes musicales de l'ordre de la partition quand on écrit. Et voilà, la seule différence, c'est que le slam existe dans son dénuement. Précisément, les grands principes éternels qui étaient formulés au départ, c'est voilà, pas d'accompagnement musical, pas d'accessoires, pas de mise en scène, pas de décor, rien du tout. T'es là, t'as ta voix, il y a des gens, et tu fais avec ça. Ce qui n'empêche pas de faire de la musique avec les mots, mais on travaille pas sur une partition. C'est-à-dire personne va venir te chercher des noises, ou va se dire il y a un truc qui déconne si tu as une demi-mesure de trop, ou que ça bave, ou que tu joues sur la vitesse de ce que tu dis, que tu ralentis, que tu accélères. Autant de choses qui sont impossibles dans le rap, avec un métronome qui percute derrière. La différence, elle est là. Après, c'est simplement où sont les endroits où une forme de liberté de ton et de fond et de forme s'exprime. Mais dans les deux cas, c'était le cas. Juste avant de re-rentrer dans les plaies d'Occident, comme vous avez évoqué cette traduction, est-ce que vous pouvez en dire 2 mots ? Il n'y a pas que Beyoncé, Morgan Parker, donc vous êtes aussi traducteur, j'avais oublié de le dire au départ, toujours publié au Diable Vauvert. C'est une poétesse américaine, plutôt... Enfin... qui rencontre manifestement un certain succès, une certaine audience aux États-Unis. Voilà, que j'ai trouvé assez exemplaire. J'ai trouvé ses poèmes magnifiques. Donc j'ai accepté de la traduire. À un moment où il n'y avait pas eu les histoires Amanda Gorman et tout ça. Que dire ? Ça vous a plu de rentrer comme ça dans la voix d'une autre ? Mais après, la poésie, c'est très singulier. C'est-à-dire que c'est son nom qu'il y a sur la couverture, mais c'est mon livre. C'est un livre de moi. Enfin voilà, tous les traducteurs de poésie le savent. Sinon, on ne peut pas traduire la poésie. Si on ne s'empare pas du texte, c'est pas de la littérature générale. Littérature générale, il y a des principes qu'on découvre au long des premiers mouvements d'un livre, et ensuite on peut éventuellement dérouler. On a compris quelque chose. Là, la poésie, le principe, c'est que à chaque ligne, à chaque vers, on revient à zéro. Et donc, c'est une forme de dextérité mentale
c'est pas plus difficile qu'autre chose, mais simplement il faut la pratiquer soi-même pour être en mesure de donner quelque chose. Et si vous voulez, là récemment, donc comme j'habite en Italie, quand je suis arrivé, j'apprenais un peu modestement l'italien, et je me suis dit, ben, c'est bien, j'achète un bouquin d'une poétesse que je connais, une poétesse américaine, poétesse anglo-saxonne, et j'achète le livre dans une version bilingue, donc c'est anglaise, italienne. Voilà. Comme je connaissais la poétesse, je savais que je serais en terrain familier, pour voir qu'est-ce qui se faisait avec un vocabulaire auquel je suis familier. Et donc là, on a un traducteur, vous voyez la concision des idiomes anglo-saxons. En français ou en italien, à partir de 5 pieds, sans parler de 5 syllabes, mais disons 5 pieds en anglais, on peut très vite, en français ou en italien, se retrouver avec 12 ou 15 pieds, si on traduit littéralement les choses. La langue est structurée différemment. Et pour mon compte, je dois respecter le système de mesure. Sinon, c'est autre chose. Si on part du principe que la poésie, c'est la musique, la contrainte première doit être celle, d'une forme de contrainte graphique. Vous regardez le livre de loin, vous observez le dessin que forme le texte sur la page, et si votre traduction ne dessine pas de loin le même dessin, on ne va pas ergoter sur 1 ou 2 pieds de plus ou de moins, c'est pas ça la question. Mais si le dessin général n'est pas le même, vous savez d'avance que la musique ne sera pas la même. Et je pense qu'il y a une trahison, dans ce cas-là, il y a une trahison du texte. Et c'est la raison pour laquelle je m'autorise à prendre de grandes libertés, par contre, sur la syntaxe et même le fond. En tout cas, une fois que l'idée est comprise, je m'autorise à la retranscrire de la manière qui me convient, tant que le système de souffle reste le même. Je pense que c'est plus juste et c'est plus honnête. Les plaies d'Occident, on va pas pouvoir parler de tout ce qui est abordé. La lutte des classes, le fonds de slip des pauvres, j'ai retenu ça. La loi sur les retraites, les morts du Covid, les PDG, les autres, etc. Évidemment que c'est sur fond de pandémie, hein, et il y a comme une espèce de petit compteur qui vient régulièrement annoncer le nombre de morts. On n'en sait pas plus, c'est sans commentaire. Il y a beaucoup aussi d'informations que vous envoyez qui sont finalement presque brutes, même si elles sont passées par votre système de pensée, mais elles sont livrées brutes. Et puis on est du coup, nous, face à cette information-là, à nous de réagir ou pas. Mais en tout cas, à la fin de l'année 2020, on se dit qu'on ne vit pas tous la pandémie de la même façon, qu'il y a ceux qui peuvent faire avec et puis ceux qui ne peuvent pas faire avec. Est-ce que vous êtes conscient de cette chose-là qui sort de votre livre au fur et à mesure, une fois on se dit oui, on n'est pas... Voilà. Ça rejoint tout ce que vous racontez sur, en effet, la lutte des classes, la politique, les PDG, les grandes entreprises, et puis on a comme ça une espèce de cartographie très succincte, hein, mais du monde, une sorte de carte postale aussi, ou une carte du monde. On se balade en Australie, en Syrie. Je ne peux pas citer tous les pays du monde, parce que je pense qu'il y en a vraiment... Je n'ai pas compté, je voulais le faire, je n'ai pas eu le temps. Il y en a énormément. C'est pour ça que je parle d'une sorte d'ivresse, parce que à la fin, on ne sait plus, en effet, dans quel pays on vit. En tout cas, vous bouleversez les échelles, c'est ça qui est intéressant. Dire à force d'être dans cet aller-retour entre le monde et ma place dans le monde, on finit par être un peu sur orbite. Vous nous mettez sur orbite, en fait. Puis vous nous faites tourner autour de la planète, comme ça. Mais ça demeure un témoignage. Je ne pense pas que ce soit propre à la vision, à la lecture que je peux avoir à titre personnel. Non, mais cette ivresse-là, oui. Je pense qu'elle est ressentie collectivement. Donc, je prends ça pour un compliment. C'est-à-dire que ce vortex de signifiants qui est une somme d'équations à somme nulle à la fin, mais qui fait qu'il y a du calcul tout le temps pour aboutir à rien. Je pense qu'on est tout le monde... Absolument tout le monde est soumis à ça. Et on avait la discussion, cette
cette idée, par rapport à la question de l'artiste, par rapport à c'est quoi s'autoriser à dire qu'on est écrivain et a fortiori poète, l'idée romantique selon laquelle l'artiste, quel qu'il soit, aurait une compréhension différente ou supérieure de ce que tout le monde éprouve ou croise toute la journée, qui lui permettrait de voir ce que les autres ne voient pas à l'intérieur de l'insignifiant, c'est une escroquerie, c'est l'escroquerie du romantisme des 19e et 20e siècles. Je n'ai strictement aucun élément à disposition de plus que chacun d'entre nous. J'éprouve la même existence, simplement, je m'astreins à un métier qui est de trouver une forme pour raconter quelque chose qu'on voit tous. Mais je ne vois pas quelque chose que les autres ne verraient pas, quoi. Mais ça, c'est très important. Ça, on le sent bien. Par contre, parfois, on perçoit ce que vous pensez, vous, à titre personnel, parfois pas. Quand vous écrivez trompe et bide, on comprend à peu près de qui on parle et on entend aussi ce que vous en pensez. Parfois pas. Je sais pas, la question des jeux de mots, évidemment, s'est posée. Il n'y en a pas 50, mais il y a ce machin-là, qui évidemment est tellement nul à chier, que je me suis dit, avec la répétition, peut-être ça peut faire quelque chose. Et c'est ça qui devient intéressant. Mais c'est ça qui m'est venu, en fait. J'y ai pas tant réfléchi. C'est une blague de comptoir de fin de soirée. Mais en fait, les gars s'appellent comme ça. C'est trompe contre bide. Et ça m'a semblé relever du registre du signifiant à la fin. En tout cas, je me suis dit, il fallait sortir le livre. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la blague pourrie? Ou tu fais sérieux et tout ça? Ou tu la laisses en vers et contre-tour, en pilonnant, en la répétant 50 fois, pour qu'elle soit vraiment la plus nulle possible, pour creuser une tranchée. Mais j'ai assumé, je l'ai laissé. Il y a aussi les pas une larme qui reviennent. Parfois, à la fin de certaines journées, il y a pas une larme pour Jacques Dessanges, pas une larme pour etc. Ça, par contre, du coup, c'est vraiment, voilà, ça part de vous, à ce moment-là. Non, pas une seule larme pour certaines personnes, mais beaucoup pour d'autres. Je ne connais pas l'état exact, l'état actuel exact de la législation dans à la fois le code de la propriété intellectuelle et le droit à l'image, etc. Je ne sais pas exactement sur ces questions-là où peut se situer l'insulte, c'est-à-dire quand j'enchaîne pas une larme pour Jacques Dessanges, pas une larme pour Bernard Bonduel, pas une larme pour Sean Connery, est-ce que la famille de Sean Connery peut m'attaquer parce que je n'ai pas prouvé ma compassion par rapport à sa mort? Il me semble que le droit demeure un endroit relativement stable par rapport aux mœurs compassionnelles, hystériques des pleureuses. Mais j'en suis pas sûr. Bon, pour le moment, j'ai assumé. Mais j'ai eu des discussions à ce sujet avec certains de mes proches pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Est-il nécessaire que je manifeste le fait que je n'ai strictement aucune compassion pour ces êtres et que je trouve même évidemment insultant pour la population générale qu'on leur fasse un panégyrique à la télévision, alors que la plupart des êtres généreux et bons, on ne dit pas un mot à leur sujet, parce que c'est la plupart du temps des inconnus, quoi. Et donc, mais ceci dit, si tu as lu jusqu'au bout, je triche aussi avec mon système, c'est l'intérêt, encore une fois, de la longue durée et des systèmes qu'on installe, c'est-à-dire que pour une raison qui m'est inconnue, j'ai assisté en direct sur France 24 à la cérémonie solennelle aux Invalides pour, je sais plus, les mecs qui sont morts au Mali. Enfin bon, il y a une sorte de salve comme ça de soldats français.
j'ai mis une larme pour chacun. Alors que j'ai strictement rien à voir avec les questions militaires, mais je trouvais qu'il était, il était de l'ordre du raisonnable. J'ai respecté la minute de silence chez moi. D'ailleurs, je le dis, comment respecter une minute de silence quand on est seul chez soi? C'est ontologiquement complexe, mais en tout cas, je l'ai fait. Elle va savoir pourquoi, mais en tout cas, bon, je ressens pas de culpabilité particulière à ne pas verser de larmes sur injonction quand on me demande de m'apitoyer pour le destin d'êtres qui ont œuvré globalement au mal de l'humanité, quoi. Vous utilisez aussi souvent le SIC, donc là, point de suspension ou point d'exclamation. Ça aussi, c'est-à-dire que ça fait partie de ces, je ne sais pas si on peut dire des sentiments ou de votre sentiment sur les choses. C'est à la fois comme un journal intime et en même temps, il y a cette espèce de pudeur qui fait qu'en effet, comme il y a une économie de la langue, on n'en sait pas plus. On sent pourtant un homme en colère, parfois, justement, notamment sur C'est pas une larme, mais on n'en est pas tout à fait sûr non plus. Comme si vous aviez quelque chose de contenu aussi, c'est-à-dire que c'est très plein et en même temps, c'est extrêmement contenu. Donc les SIC aussi, ça revient souvent. À vous de continuer, ou de poursuivre la chronique en fait. Parfois il y a des petits, comment dire, des petits. Vous nous passez la main en fait. C'est celui qui lit qui peut. La fonction référentielle du SIC, c'est en tout cas pour les journalistes, par exemple, c'est la seule licence des journalistes. C'est le seul endroit où on peut formuler une forme de distance critique par rapport à un témoignage qu'on a reçu. Et l'étymologie de cet acronyme est extrêmement intéressante dans le sens où l'acception que l'acronyme a aujourd'hui, c'est tel quel. C'est-à-dire, je vous livre la chose telle qu'elle a été dite. Mais ça ne suffit pas parce que ça contient un sous-entendu qui est qu'il y a une faute à l'intérieur de la citation. Alors, ou bien une faute ou il y a quelque chose qui pose problème. Donc c'est ou bien de l'ordre, alors ça peut être un peu méprisant, souvent les journalistes le font très souvent avec un usage méprisant, quand le peuple ou un représentant politique d'un parti qui ne convient pas aux journalistes en question, il utilise facilement le SIC pour dire regardez, il a fait une faute de français, il s'est trompé, etc. Donc c'est un peu comment dire, acide. Mais étymologiquement, vous allez nous lire la définition qui se trouve en note du livre. Parce que, en fait, c'est une dérivation. Cette histoire de tel quel, c'est un abrégé de ce que raconte au départ cet acronyme. Donc, SIC, ça signifie, les notes, elles sont là. Sic semper tyrannis, sic semper evelo mortem tyrannis, tel quel je truciderai forever les tyrans attribués à Brutus. C'est-à-dire qu'au départ, cette citation, forever, c'est ma connerie. Hein, je l'ai lu aussi. Mais c'est Brutus qui vient de tuer César et qui, par une grande, comment dire, une haute idée de lui-même, explique qu'il est le sauveur du peuple parce qu'il a rétabli la vérité. Et donc il y a un geste révolutionnaire au départ. Et donc le sous-entendu du SIC, c'est critique. Alors que tel que c'est posé aujourd'hui, c'est neutre. C'est-à-dire, je vous donne la citation telle qu'elle. Mais en fait, non. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, je méprise fondamentalement la personne que je cite et je suis prêt au meurtre.
Il y a aussi des ratures dans votre livre. Des ratures qui sont laissées telles quelles. Enfin, on ne sait pas du coup si c'est fait exprès ou pas. C'est sûrement fait exprès. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que là, vous n'avez pas pu choisir ou est-ce que vous aviez envie qu'on entende les deux sens? Parce qu'on ne les aurait peut-être pas entendus sans ça. En fait, il y en a quasiment pas. Il y en a quasiment pas avant le mois de septembre. Et ceux qui ont été ajoutés l'ont été postérieurement. Parce qu'à partir du mois de septembre, je fréquente quotidiennement des peintres et qui m'ont rappelé combien la question du repentir était consubstantielle à l'art. Et donc, c'est la fréquentation des peintres et plasticiens avec cette histoire du repentir qui m'a beaucoup intéressé en essayant d'en jouer. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, une fois qu'on prend le principe et que ce n'est pas simplement un repentir pour dire non, je ne veux pas ça, mais je souhaite une autre formulation, une fois qu'on se met à jouer du repentir, c'est-à-dire à laisser voir au lecteur ce qu'on aurait pu faire, on joue une partie de billard à 3 bandes, et là ça devient très très intéressant du point de vue du sens. Avant le prochain extrait que vous allez nous donner avec Benjamin Collin, je voulais juste aborder la question des femmes et de l'amour dans votre livre. D'ailleurs, j'ai relevé qu'il n'y avait pas une seule fois ce mot-là, amour, il n'existe pas. Vous parlez beaucoup, enfin, il y a beaucoup de femmes en tout cas qui parlent ou qui sont mises en scène, la libraire, la tatouée, les féministes, votre mère malade, l'éditrice Aurore, Chloé. Toujours ça reste très à distance, c'est effleuré. On effleure aussi, mais un peu plus précisément tout de même, j'allais dire peut-être un rapport au sexe, mais le rapport au sexe il est toujours relié à l'écriture, à la musique, à l'écriture. Il y a soit vous parlez d'absence ou de présence, d'érection et de jouissance, solitude et distance, soit vous parlez d'orgasme seul, ou bien de sexe sans orgasme, ou bien aucun des deux. Le sexe, l'orgasme, l'amour, c'était spécifique à l'année 2020 ? No comment. D'accord. Pas une seule fois le mot amour, ça c'est vous le saviez ou c'est quelque chose qui était décidé, délibéré? C'est-à-dire que dans une société qui repose sur la haine et où l'usage du mot amour est permanent, je rencontre probablement une forme de pudeur à hurler avec les loups pour défendre en fait l'inverse de ce dont il est question. Et juste une petite citation, le 13 janvier, librairie lesbienne, que des auteurs en vitrine, je demande à la patronne si répéter les méthodes de l'adversaire sert la cause. Elle me répond qu'elle n'a pas envie de discuter. C'est dommage. Mais ça, l'histoire est véritable. Hein. Je vous crois. L'histoire est véritable. Je m'en afflige. Et depuis, vous avez pu en discuter? Avec elle? Ou une autre? Elle a perdu un client dans sa librairie. C'était la Musardine? Non, je sais plus. C'est dans la rue de Charonne. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est un haut lieu comme ça de la littérature queer. Et je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage de reproduire les méthodes stupides du camp qu'on cherche à enfoncer. Deuxième extrait, avec Benjamin Collin, si vous êtes d'accord. Clapotis régulier, de l'eau dans son bassin, qui ne s'ennuie jamais, bronzera, mais loin d'ici. Animaux en éteint, la garde était relevée, qui a surpris l'action, l'a mal enregistrée. Le cyprès ou la tour, la terre ou du terreau, le mouvement ou la mode, le code 1209. Pas de croix à son chapeau, le vent s'est réveillé. Qui finira garni a souvent fait le beau. L'interrupteur de face, à 10 pas du génie, clapotis agressif, vers crissant, crime d'ego. Un couple en vélo passe, une hirondelle s'écrase, affolement inutile, du meilleur on se casse. Retour des nuages blancs, à l'horaire du pastis.
Antenne de réception du millénaire passé. Le vide n'a pas d'odeur. Le plongeur se déhanche, qui a gobé sa graine, qui se tue quand il danse. Le vide n'est pas gênant tant qu'il pointe à la caisse. Le reste est au repos, la température tombe. Prospérité réelle, dit le marchand de fenêtres. Fatalité du sort, avion striant le ciel. Liquidation des restes, du Libanais d'hier. Au sortir de la sieste, ennui ou somnifère, jeu de dés. Sous Toto, tapis vert, jour passant. Les végétaux mollissent au passage de l'hiver. Le patron bouge à peine quand on lui passe devant. Mais la barmaid moldave minora l'addition. La temporisation a statufié l'aiguille. Les actions tournent en circuit fermé et constant. Des rouleurs de rallonge au milieu du jardin. Vocation de tribade à l'appui du tableau. Qui a raté son train et est revenu sans idée. Qui se rue à de trop sentit serrer son frein. L'ennui n'est acceptable qu'à une distance précise. À moins c'est ridicule et au-dessus c'est la guerre. Drogué comme à Genève, gazon fluorescent, la méprise a poussé sur la répétition qui n'oubliera personne. Le solaire débraillé à l'entrée du hameau, une armée du haillon. Les serviettes ont séché presque instantanément, à dégoiser ailleurs à tort et à travers. La rouille a mastiqué le bord des chaises en fer, l'illusion apparente, il n'y a qu'à s'en distraire. Les avions dans les soutes ont du gros pour les dons. À travers les persiennes, on ne peut pas regarder le devant se soustrait à toute inquisition qui lancée au hasard s'est trouvé un objet, une affiche affichée. Respectez cet endroit. Ça n'est pas dans les champs qu'il y a des événements. Le pavé agonise, la faute à la chaleur. Quand il était en sueur, on ne s'en cognait pas moins. La rouille a mastiqué le bord des chaises en fer. Le livreur en scooter veut l'espace et le temps, qui se rase le lundi, qui a lustré son âme. Si on change une variable, ça ne le réveillera pas. La connexion, les amis, est plus mauvaise que ce qu'on pense. Encore une heure passée, l'ombre a bougé d'1 mètre. En relevant la lunette, le contraste apparaît, crépitement plastiqué d'une bouteille de misère. Quand on a terminé sa cure de captagone, l'aphasie tient la corde. Tant que la bouse est bonne, elle nourrira son monde au-delà du possible. Il reste une ligne de crête, détourant l'horizon. À la Légion, l'histoire, aux citoyens, la fin. Tout doit rester fidèle à l'idée qu'on s'en fait. La voie chronologique ne va pas nous distraire. Plaisir adolescent, autour de la piscine. Jeu de bouée, cri strident, cavalier du progrès. Le gravier ne dit rien, il voit les roues passer. On propose un témoin pour certifier les faits. À l'abri des rayons, la journée est doucereuse. Rassure les bourgeois qui parlent de révolution. Herbe jaune, règle floue. La mesure de la faille nécessite un temps long à l'échelle d'une pelleteuse. Le calme apparent et les effets invisibles. Les unités d'élite parade au défilé, derrière des boucliers. Elles sont invulnérables. Le giton qui racole, comme il peut sans choisir. Il a perdu un œil dans le dernier assaut. Dommage qu'on n'ait pas pris pour s'en servir maintenant. Il ferait peur aux gens. Il nous les éloignerait. Le bourreau qui répugne à faire son sale boulot. Le gras de l'air martial. Les plaisirs personnels. Un hélicoptère troue les nuages en arrivant. Le citron qui récure les dents des déplacés pour un geste de travers, qui a peur de salir. Le comédien qui hurle du début à la fin. L'éventail grand ouvert de l'épouse du préfet. La stupéfaction prend son temps pour arriver. Le coulis amer et âpre à la digestion. Quand il s'agit du sien, un toast est célébré. La patine est épaisse, assez pour y planter un ongle, 1 millimètre, en fonction du besoin. Les phalanges sont tendues et les os de la main. Le premier qui blêmit sollicite une tutelle. L'addition est amère pour certains des coureurs. Pour le triomphateur, beaucoup de plaies salées. La courroie peut enfin reprendre son débit.
Le hachoir est trop fort pour les os, même les gros. Le complexe du plongeur à 30 mètres du sol. La bouffée d'air ne dure que le temps de la dire. Si la molaire est molle, il n'y a plus qu'à l'extraire. Les mentions remplissent presque la surface de la page. La tension d'une amibe compensée par la force des miliciens pressés d'en finir et rentrer. Attablés en terrasse, à la surface de tout, au bout des allées droites, le piston qui attire quiconque y met les doigts. Le délire collectif a soufflé ses bougies. En se servant d'une benne pour remiser ses primes, le canon bien calé entre la cuisse et l'aine, à l'abri des montagnes, près d'un parc d'éoliennes. Plus besoin d'éventail pour chasser l'air sali. Le coupon qui procure la pure absolution, le maton qui fait grève pour ses tickets repas. Détendu comme un arc de mauvaise qualité, le troupeau de passage coupe la route bitumée. Le prétendant tireur n'a plus qu'à patienter. Il veut quand même connaître avant de se dédire. L'imminence coupe les jambes à d'autres encore que lui. Tant qu'il n'a pas fini, il va s'en agonir. Le perron qui fait sale comble avec les pointures. Le giton qui déballe sa panoplie pro-queer. La victoire est complète. Les verres se remplissent. Handicapés par un défaut niveau vision. L'analyse qui dérape à l'instant véridique, le bromure qui influe, la non-suite d'événements. La scène est statufiée, on ne peut pas ralentir. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps, donc on peut pas encore échanger. Mais je voudrais juste poser 2 questions sur les plaies d'Occident. Je lis la 4e de couverture. Slogans étouffés, les Noirs étouffent, les pays chauds étouffent, les malades étouffent. Chacun pourra dire « j'en étais ». Chacun racontera comment il ne s'est rien passé. Les plaies d'Occident, j'avais 2 questions. Les plaies, lesquelles? Celles que l'on est, celles que l'on porte, et puis l'Occident, il commence où et il s'arrête où? L'Occident? Mais ça, c'est une très très bonne question. J'en ai eu au moins une. Non, mais c'est une très bonne question. C'est-à-dire, est-ce qu'on raisonne comme un géographe ou est-ce qu'on raisonne du point de vue d'un dispositif économico, esthético, politico-moral, auquel cas l'Occident représente plus des 3/4 de l'humanité, probablement. Si on s'en tient, de toute façon, même sur des critères géographiques, c'est quoi la naissance de l'Occident? Si on remonte dans le temps, c'est la fondation de l'OCDE, c'est les pays développés, quoi. Et en fait, c'est au moment de la guerre froide, donc tout ça répond à certains objectifs. Si on remonte, l'Occident, c'est quoi? C'est les pays européens, c'est les pays colons. L'Occident, c'est quoi? C'est l'Ouest. C'est l'Ouest. Mais si on regarde un planisphère, c'est où l'Ouest? Ça n'a aucun sens. D'autant qu'en réalité, c'est l'hémisphère nord. Alors donc, on a donné le nom de l'Ouest à ce qui appartient à l'hémisphère nord. Donc non, on voit bien que ça n'a strictement aucun sens. La question, c'est que l'Occident, c'est simplement un discours majoritaire sur la civilisation. C'est ça la question. Et que les sociétés les plus réglementées, les plus urbanisées, les plus riches, les plus développées, les plus représentatives du point de vue du soft power, les plus assises sur leurs privilèges, réalisent de manière systématique, à une échelle longue,
que les assises sur lesquelles elle se repose sont d'une fragilité incommensurable. Et c'est ça la question. L'Occident, c'est la certitude d'être fort. Donc après, chacun se considérera occidental ou pas occidental. De toute façon, ça signifie rien en réalité, parce que il y a bien des gens qui appartiennent, disons, au dispositif et à la certitude d'appartenir à une élite forte mondiale, occidentale, qui eux-mêmes résident dans des pays non occidentaux. Donc, d'une certaine manière, c'est la question de la certitude de ses avantages et de ses privilèges et de sa puissance. L'Occident, c'est ça. Après, on met où on veut. Oui, et je dirais que dans cet Occident, en tout cas dans cette carte du monde, en effet, on ne sait plus où ça commence, où ça termine, finalement. Et c'est aussi le dernier mot du livre. Ça parle des oiseaux prédateurs et des oiseaux migrateurs. Je ferai ce résumé, en tout cas, pour vous inviter à lire Les plaies d'Occident de Félix Jousserand. Merci beaucoup, Félix Jousserand. Merci, à bientôt. Et merci beaucoup à Benjamin Collin. Gloire à Benjamin Collin.